Bienvenue sur Psychologie Motion Culture, je suis Florence Coteau, praticienne en psychothérapie et en PNL. Alors je sais que je vous en parle à chaque fois, mais c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, likez et surtout commentez. C'est ce qui va permettre à votre chaîne de vivre. Comme toujours, vous pouvez me joindre sur Instagram, j'attends avec impatience de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver ici. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'Agatha. Agatha est une jeune femme de 34 ans, originaire du Nord. Elle vit actuellement dans le centre de la France. Elle est chef d'entreprise, elle est romancière et dirige son entreprise à domicile. Agatha est mariée depuis 9 ans et a 2 enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 6 ans. Elle est hyperphagique et hypersensible. Elle mesure 1m69 pour 110 kg, elle est obèse. Ce diagnostic a été posé par un médecin il y a quelques années. Lors de nos entretiens, Agatha me reçoit chez elle, à son poste de travail. Je pense que vous vous en souvenez, à chaque fois que je vous livre mon analyse, mes interventions sont encadrées par cette sonnerie. Découvrons tout de suite le parcours d'Agatha. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais en surpoids. Ça fait une dizaine d'années que je suis entrée dans l'obésité. C'est suite à ma première grossesse. Contrairement à la plupart des personnes en surcharge pondérale, moi j'ai tendance à me voir plus mince que je ne suis en réalité. Je me suis rendu compte de mon obésité avec mes vêtements. J'arrivais moins à les mettre, je me voyais boudiner. Mon corps est gros d'en haut et mes jambes sont fines. Je suis l'aînée d'une sœur et un frère. Ma sœur est obèse depuis peu. C'est lié à un problème de santé, à un souci hormonal récent. Mon père, lui, était obèse aussi. Il ne l'est plus parce que depuis qu'il a été diagnostiqué diabétique, il a dû réduire son alimentation et a perdu énormément de poids. Le frère de ma mère est obèse lui aussi, depuis longtemps, et il a des périodes de yo-yo impressionnantes. Ma grand-mère paternelle était forte aussi. L'obésité dans ma famille vient avec le temps. Il y a des problèmes de poids des deux côtés. Je fais des régimes depuis l'âge de 10 ans. En primaire, j'étais toujours la plus grande de ma classe, alors les enfants se moquaient de moi à cause de ça. À ce moment-là, j'étais juste un peu potelée, mais avec les moqueries, j'ai grossi. En réalité, j'ai commencé à vraiment grossir vers 8 ans. Je pensais, enfin ma mère me le disait en tout cas, que j'allais continuer à grandir et que j'allais m'affiner. Mais quand je suis rentrée au collège, ma croissance s'est stoppée. Pour ma mère, c'était un casse-tête pour m'habiller. Il faut dire qu'à 10 ans, je mettais du 42 pour 1m63. Je me souviens qu'en préparant ma rentrée en 6e, elle a vraiment pété les plombs en plein magasin. Tout ça parce qu'elle ne trouvait pas de vêtements à ma taille. Qu'est-ce que j'ai eu honte dans ce magasin. Alors elle a pris l'initiative de prendre rendez-vous chez notre médecin traitant qui m'a mise au régime. Je me souviens très très bien de cette période. Je pense, j'espère que le régime que j'ai dû suivre ferait pâlir les professionnels d'aujourd'hui. Parce que à ce moment-là, j'avais le droit de manger chaque jour de la salade verte à volonté et un steak haché le soir. Point. C'était dramatique pour moi qui ai toujours aimé manger. En plus, à table, j'étais la seule à avoir ce régime-là. Les autres mangeaient normalement. En réalité, ça a bien marché. Ça a bien marché parce que j'ai perdu 6 kilos en même pas un mois. Bon, le problème, c'est que j'ai tout repris après. Par la suite, ma mère a essayé d'autres choses de sa propre initiative, avec effet yo-yo à chaque fois. Cette période d'avoir mes menus à part a duré jusqu'à mes 16 ans, et psychologiquement, c'était très compliqué, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Ma relation à ma mère a toujours été conflictuelle par rapport à mon image et l'image qu'elle a de moi. Et ça, c'est depuis toujours. Pour elle, quand j'étais enfant, mon obésité était un problème, non pas pour ma santé, mais pour sa propre image. Qu'allaient dire les gens? À l'école, j'avais divers sobriquets, dont la grosse. Au collège, ça a été bien plus difficile. On m'appelait Godzilla Agatha ou Grosse Vache. Quand je suis rentrée au lycée, les filles commençaient à avoir des petits copains. Moi, on me disait que je n'aurais jamais d'homme dans ma vie, que personne ne pourrait aimer une grosse vache comme moi, etc. Devant ces agressions, moi, j'ai toujours fui. J'aime pas le conflit. C'était ma façon de me préserver. Je répondais par le silence, je continuais ma route. Il m'arrivait de m'effondrer et le soir, il m'arrivait de pleurer dans mon lit. Je n'avais aucun soutien à la maison. Je ne pouvais pas en parler
Les rares fois où j'ai essayé d'en parler à ma mère, elle me disait « Ah bah tu sais ce qu'il te reste à faire ». Alors je gardais tout pour moi. De toute façon, mon obésité est un sujet tabou avec mes parents. Quand on était gosses, ils ont toujours beaucoup travaillé, ils étaient toujours absents. Ma mère ne s'occupait pas de nous. C'est moi qui ai élevé mon frère et ma sœur avec ma grand-mère. On n'avait que 3 semaines de vacances en été avec nos parents, et c'est tout. Nous étions tout le temps avec ma grand-mère maternelle. Elle est un vrai réconfort. Depuis toujours, elle me soutient. Contrairement à ma mère, elle m'aime comme je suis. Tous les mardis soirs, on allait dormir chez ma grand-mère paternelle, qui habitait pas très loin, et on y passait le mercredi. Avec elle, j'avais des soucis. Elle était issue d'un milieu bourgeois et avait donné une éducation très stricte à ses enfants. Elle nous faisait toujours des tas de réflexions sur notre façon de nous comporter ou de nous tenir à table. Quand j'ai commencé à prendre du poids, j'avais mes menus chez elle. Et je me souviens qu'elle donnait des recettes à ma mère pour que je perde du poids, pour que je mange sans gras, sans féculents. J'ai toujours eu cette impression que c'était pas toujours bienveillant de sa part. À Noël, chez elle, j'avais honte parce que même ce jour-là, moi j'avais toujours la moitié moins que les autres. Quand elle me servait, elle me disait toujours « C'est mieux pour toi, tu me remercieras plus tard ». Mon père était assez discret. On parle de la pluie et du beau temps. Ma relation avec lui est un peu inexistante. Je n'ai pas de souvenir d'activités qu'on aurait partagées. La seule chose qu'on faisait ensemble, c'est les courses. Il me demandait systématiquement de l'accompagner faire les courses. Et maintenant, j'adore faire les courses. En dehors de ça, si je devais résumer notre relation en un mot, je dirais absence. J'ai eu un papa à la maison, mais s'il n'avait pas été là, ça aurait été pareil. Par contre, il est un grand-père très attentionné. Il veut toujours faire plaisir à ses petits-enfants. Ma relation à ma mère est un double joker, je dirais. Notre relation a toujours été conflictuelle. On n'est jamais d'accord sur quoi que ce soit. On s'aime, mais de loin. Avec elle, tout est compliqué, et depuis toujours. À chaque fois que je la vois, elle me dit « Ah, tu t'es habillée comme ça, mais ça ne te va pas du tout. Il faut que tu fasses quelque chose. » Et finalement, peu importe la manière dont je suis habillée, parce que pour elle, rien ne semble être joli sur moi. C'est très difficile pour ma mère de me voir obèse, à tel point qu'elle m'a accusée d'avoir fait entrer ma sœur dans l'obésité, comme si je pouvais y être pour quelque chose. Quand nous étions enfants, ma sœur était l'inverse de moi. Je me souviens qu'on la bourrait de compléments alimentaires pour qu'elle mange. Et maintenant, alors elle est moins grosse que moi, mais elle est obèse. Sa prise de poids est liée à un problème hormonal, moi je n'y suis vraiment pour rien. Ma mère a toujours fait un 34-36. Avec la ménopause, là elle fait du 40. Mais ça reste une très belle femme qui prend grand soin de son apparence et qui a une image irréprochable. Elle vit très mal l'obésité de ma sœur. Elle ne comprend pas que sa seconde fille ne soit plus comme elle. Avant, c'était son clone. Elle a bien plus mal vécu le passage de ma sœur dans l'obésité que le mien. Du coup, leur relation n'est plus aussi simple qu'avant. Ma mère n'accepte pas ce changement. Ça devient conflictuel, mais ma sœur a un caractère qui lui permet de l'envoyer chier. Moi, je sais pas faire ça. Je me souviens, quand j'étais petite, de moments assez violents. Des moments où ma mère me hurlait « Ferme ta gueule, écrase, t'as rien à dire !» Moi, je pense que je suis restée là-dessus, je ferme ma gueule. Pourtant, j'ai essayé de parler avec elle quand je faisais ma psychothérapie. Mais elle se braquait immédiatement à chaque fois en me disant « Oh, mais de toute façon, à t'entendre, j'ai jamais fait comme il fallait. Tu te remets jamais en question, toi, hein ?» Et à force de me heurter à un mur, j'ai arrêté. Ma psy m'a dit à ce moment-là que ça ne servait à rien de lui parler de ce qui s'était passé puisqu'elle ne voulait rien entendre. Mon obésité, je le sais, est très liée à mon mal-être. Ma relation au corps médical est compliquée. Je n'ai vraiment plus confiance. Mon médecin de famille m'a trahi lorsqu'il est rentré dans le jeu de ma mère et j'ai eu le pire des régimes. J'ai vu une gynécologue quand j'avais 19 ans. Je la voyais pour prendre la pilule. Elle a été odieuse. Quand je suis montée sur la balance, elle a tout de suite calculé mon IMC. Elle m'a auscultée, m'a demandé si je voulais un jour avoir des enfants. Moi, j'avais 19 ans, je lui ai répondu que oui, probablement. Sa réponse a été « il faut faire quelque chose parce qu'en gardant ce poids-là, vous serez stérile ». C'était très culpabilisant. Moi, je me sentais déjà très mal avant cette consultation et elle en a rajouté vraiment une couche. Il y a d'autres professionnels de santé auxquels je me suis heurtée. Quand j'ai eu mes enfants, par exemple, j'ai subi des réflexions, des mises au régime. C'était compliqué.
Quand je suis tombée enceinte, le médecin m'a dit « Vous ne prenez surtout pas de poids parce que vous partez déjà de très très haut. » Dire à une femme enceinte de ne pas prendre de poids, alors qu'on sait qu'elle va en prendre, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être que j'ai pas eu de chance avec les médecins. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai pas vu de gynéco. C'est trop difficile pour moi. Là, j'ai enfin trouvé quelqu'un de non grossophobe. C'est une amie en surcharge pondérale qui me l'a conseillé. Je dois voir ce gynéco dans quelques semaines. Mes expériences passées ont fait que j'ai pris plusieurs fois des rendez-vous, mais que j'ai annulé à chaque fois parce que c'était trop de stress. J'ai vraiment la trouille d'y aller. Mon ami va m'accompagner et va rester avec moi dans la salle d'examen. Je ne me sens vraiment pas d'y aller seule, c'est vraiment trop de stress. Je fais une petite parenthèse ici pour vous lire quelques extraits d'un texte très intéressant. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Alors j'interromps cet extrait du serment d'Hippocrate prononcé par chaque médecin lorsqu'il est diplômé. Lorsque le nouveau médecin promet de promouvoir la santé de ses futurs patients, on comprend bien qu'il a un devoir d'information. Il se doit de parler de l'intérêt pour le patient à entreprendre une perte de poids, mais cela doit rester informatif. Par contre, l'accabler parce qu'il est en état d'obésité, ce n'est plus de l'information mais de la discrimination ou du harcèlement. Je reprends ma lecture. J'interviendrai pour les protéger si elles, alors entre parenthèses les personnes, sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Enfin, je vous lis la conclusion. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque. Alors c'est intéressant là aussi de lire que la dignité du patient est abordée parce que Agatha, comme beaucoup d'autres témoins dont je vous partage les expériences de vie depuis quelques semaines, perdent toute dignité dans la plupart des cabinets médicaux. Elle leur est simplement arrachée par des médecins qui normalement sont là pour prendre soin de tous. En conclusion, bien des médecins ont oublié ce serment. Alors sortons de ce texte et de ce contexte pour nous demander, qu'on soit médecin ou pas, ce que provoque la vue d'un obèse. Que représente l'obésité ? Qu'est-ce qui motive cette agressivité, ce rejet, ce mépris ? Pour moi, la réponse, je pense, est pour une grande part historique. Et je ferai un épisode là-dessus parce que, malgré les progrès de la science, l'obésité n'est pas mieux perçue aujourd'hui qu'au XVIe siècle. Avant de créer mon entreprise, j'étais conseillère clientèle dans une banque en ligne. Pour mes collègues, j'étais une personne joviale qui riait beaucoup. J'avais un bon contact avec tout le monde. Depuis quelques années, je suis romancière et donc je me suis dirigée vers ma passion. Je fais des crises d'hyperphagie. Ce diagnostic est tombé il y a 4 ans par une psychothérapeute quand je lui ai parlé de ma façon de gérer mon stress. C'est elle qui a posé le diagnostic. Je pense que mes crises d'hyperphagie ont commencé vers 12 ans à peu près. Elles peuvent être d'une rare violence. La dernière remonte à 1 semaine. Dans ces cas-là, je prends ce qui me tombe sous la main. Il n'y a jamais de témoin. Je ne pourrais pas manger comme ça devant quelqu'un. Je ne prémédite pas. Aujourd'hui, j'ai tendance à aller vers le sucré. Plus jeune, quand j'alternais les phases de régime restrictif draconien à « j'ai tellement faim que je pourrais tout défoncer », j'ai mangé un pot de mayonnaise à même la cuillère. Dans ces moments-là, je ne réfléchis pas. L'aliment n'a plus de goût. Je souffre vraiment d'agueusie. Je pourrais manger un paquet de coton, ce serait pareil. Il faut juste que je me remplisse. Après une crise, je me sens très mal. Pour oublier ce que je viens de faire, je vais me mettre un casque avec de la musique sur les oreilles et je vais me concentrer sur mon travail, comme si ce moment n'avait jamais existé. Après, je vais ruminer. Je vais avoir la même réaction qu'un alcoolique ou un drogué en me disant « c'était la dernière fois ». Mais le lendemain, ça peut recommencer.
Ça marche vraiment comme l'alcoolisme. Quand ça m'arrive, je me sens toujours coupable. Je m'en veux de ne pas avoir réussi à me maîtriser, de ne pas être maîtresse de mes émotions, ne pas être assez forte. J'ai remarqué que les crises ont lieu à peu près tous les 10 jours. Je ne sais pas si mes enfants savent. Mon mari, lui, sait. D'ailleurs, je lui en parle. De toute façon, il le sent quand il rentre à la maison. Il me dit qu'il sent une sorte de climat, d'ambiance différent. Il sait tout de suite si je vais bien ou pas. Et quand je vais pas bien, il se doute que j'ai eu un épisode coupable, que j'ai eu une crise. Il voit bien que c'est pas gérable pour moi. Il aimerait que ça s'arrête, mais c'est quelqu'un de parfois maladroit qui ne va pas dire les choses comme j'ai envie de les entendre. Ça peut être conflictuel. Il est lui-même en surcharge pondérale, mais contrairement à moi, il a perdu du poids depuis qu'on s'est rencontrés. Il faisait 125 kilos et aujourd'hui, il en fait 105. Dans ma vie, je ne contrôle rien. J'ai l'impression de n'avoir aucune maîtrise sur quoi que ce soit. Les événements et les crises d'hyperphagie se succèdent. Je subis ma vie plus que je ne la vis. J'ai un sentiment d'abandon. Il y a des moments où j'ai clairement envie de mourir. Je ne sais pas vraiment si les crises d'hyperphagie sont liées à mon état psychique, parce que, il faut bien se l'avouer, tout est anxiogène dans ma vie. Moi, je suis romancière et depuis 5 ans, je dirige ma maison d'édition, mais mon activité professionnelle est source d'angoisse parce que c'est ma société, il faut que ça tourne, et ça, pour moi, c'est un stress quotidien. J'avais pas ça quand j'étais salariée. Je travaille chez moi et c'est finalement pas si pratique que ça. Je me rends compte que je déborde sur les horaires et que finalement, je reste assise beaucoup plus qu'avant. Je mets des barrières pour me protéger. Ce sont des obstacles que je mets parfois inconsciemment parce que être hypersensible est un calvaire au quotidien. Même si aujourd'hui on en parle plus qu'avant, ça reste un calvaire. Toutes mes émotions sont amplifiées, les bonnes comme les mauvaises. Moi, ça me grignote. Je suis de nature stressée pour beaucoup de choses, pour ma famille, pour mes amis, les gens avec qui je travaille, tout le monde finalement. J'absorbe et je gère les émotions de tous. Je suis une éponge. Je pense que quand j'ai un trop-plein d'émotions, j'ai besoin de me remplir. C'est dans ces moments-là que je me réfugie dans l'hyperphagie. C'est un cercle vicieux. En dehors de mes crises d'hyperphagie, nous avons une alimentation plutôt saine. Je cuisine ce que nous mangeons. Bon, ça peut arriver qu'on consomme fast-food quand j'ai pas le temps de cuisiner le soir, mais ça reste exceptionnel. Depuis quelque temps, ma fille a dépassé la courbe de poids. Ça a fait remonter des souvenirs pas très agréables. J'étais inquiète. Je pense lui avoir transmis mon inquiétude parce que d'elle-même, elle a changé ses habitudes alimentaires. Ça a créé beaucoup d'angoisse chez moi. Bien sûr, ma mère m'a fait des remarques vis-à-vis de son poids, parce que bien évidemment, c'est ma faute si elle dépasse la courbe de poids. C'est simplement parce que je ne lui fais pas bien à manger. Je ne veux pas être comme ma mère. À table, je ne lui mets pas la pression. Je pense que je suis juste et comme il faut. Si ma fille me demandait de consulter un nutritionniste, je l'emmènerais. Si c'était à la demande d'un médecin, je ne suis pas certaine de le faire. À la maison, on a instauré des petites choses. Par exemple, je veux qu'elle choisisse ses vêtements. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Je veux qu'elle ait une bonne image d'elle-même, qu'elle se sente bien et qu'elle se fasse plaisir. Avant, quand c'était moi qui choisissais pour elle, je tenais compte de la mode, mais bien sûr de sa morphologie et de son âge. C'est important pour moi que mes enfants ne subissent pas les moqueries à l'école. Moi, je ne choisissais pas mes vêtements. Ma mère estimait que c'était à elle de choisir pour moi. Elle l'a fait aussi à ma sœur, mais avec elle, ça n'a pas duré très longtemps. En dehors de mon poids, à l'école, j'étais aussi moquée pour mes vêtements. Je veux pas que ma fille vive ça. On est allées toutes les deux faire les courses pour sa rentrée en 6e. On a choisi toutes les deux des jolies choses. Le souvenir des courses avec ma mère, à la même époque pour moi, reste terrible. Ma mère avait littéralement pété les plombs en plein magasin. Et ce souvenir, évidemment, est remonté à ce moment-là parce que ma fille a essayé une robe qu'elle n'arrivait pas à fermer. Pour le coup, il ne s'est rien passé, je suis simplement allée remettre la robe sur le portant. Je suis restée neutre, j'ai gardé le sourire. Moi, je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu, c'est vraiment trop humiliant. À cause de mon obésité, cet été, je me suis vue refuser une attraction dans un parc parce que je ne pouvais pas fermer la barre de sécurité.
Qu'est-ce que j'avais honte au moment de descendre. C'est compliqué pour moi aussi de m'habiller. Il y a bien des marques qui font de jolies choses, mais leurs vêtements sont vraiment trop chers. Mon activité professionnelle ne rapporte pas assez. J'ai besoin de trouver un revenu complémentaire, mais je pense que je ne valorise pas assez mon CV parce que je n'ai pas envie d'aller travailler à l'extérieur et d'être confrontée au regard des autres. Je sais très bien que certains recruteurs ne vont pas accepter d'embaucher quelqu'un qui ne respecte pas l'image de l'entreprise. Travailler chez moi, quelque part, c'est une façon de me cacher, de me mettre à l'abri des regards et des jugements. Cette situation est conflictuelle avec mon mari. Lui, il me pousse à postuler. C'est vrai qu'on a vraiment besoin d'argent. Mais moi, je l'aime, ma solitude. C'est un cocon. Je me complais dans le fait d'être seule. Quand je suis seule, il n'y a pas de jugement. Je crois bien que je me cache, finalement. Mais je suis romancière et j'ai du mal à faire les salons parce que je ne veux pas qu'on me voie. Le regard de l'autre me fait peur. J'ai peur du jugement. J'ai tellement peur du jugement. Me présenter face au public est vraiment très anxiogène. Je manque cruellement de confiance en moi. J'en ai pas du tout et je ne me souviens pas en avoir jamais eu. Aujourd'hui, je suis dépressive et j'ai honte d'être dans cet état. J'ai honte parce que pour moi, j'ai aucune raison d'être en dépression. Sur le papier, je suis une femme accomplie, je suis mariée, j'ai 2 enfants en bonne santé, j'ai ma maison et je suis en plus chef d'entreprise. Et pour autant, je suis malheureuse. J'ai vraiment honte de me sentir comme ça parce que je devrais être heureuse puisque j'ai tout pour l'être. Et pourtant, je ne vais pas bien. Mes 2 accouchements ont été très difficiles. Les 2 fois, j'ai failli y passer en faisant des hémorragies. J'ai été opérée en urgence et transfusée. Moi qui voulais une grande famille, j'ai dû m'arrêter là et c'est un deuil que je dois faire. En plus, quand mon fils a eu 6 mois, je suis de nouveau tombée enceinte. Cette nouvelle grossesse n'était pas prévue. La mort dans l'âme, j'ai dû me faire avorter pour des raisons médicales évidentes. D'ailleurs, quand j'ai avorté, j'ai encore fait une hémorragie. Je n'envisage pas d'avoir un 3e enfant parce que j'aurais l'impression de remplacer celui qui est parti. Après cet avortement, je suis rentrée en dépression. Et c'est cette dépression qui est encore là aujourd'hui. C'est là que j'ai changé de vie professionnelle. En fait, j'espérais que ça m'aiderait à oublier. Finalement, malgré que mon travail me passionne carrément, j'ai pas l'impression que ça m'ait fait plus de bien que ça. Vous voyez, moi je suis le genre de femme à me projeter avec mon bébé dans les bras dès qu'on m'annonce que je suis enceinte. Pour moi, je n'ai pas perdu un embryon, j'ai perdu mon bébé. Et c'est pour ça que j'ai vu une thérapeute suite à cette IVG. Je voulais faire le deuil de ce bébé, mais la thérapeute ne m'a pas aidée. On n'a fait qu'une séance là-dessus et pour conclure la consultation, elle m'a dit « Bon on va pas y passer 107 ans, hein, le passé, c'est le passé. » Elle n'a pas compris ma demande. J'aimerais pouvoir faire ce deuil de cet enfant, parce que ça dure depuis 5 ans. Actuellement, je fais le même poids que lorsque j'ai accouché de mon fils. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, je suis remplie non pas d'un enfant, mais d'autre chose, d'un désir d'enfant. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce poids. En ce moment, j'ai du mal à penser que quelque chose de bien puisse venir de moi. Mais si je suis objective, je suis quand même fière du chemin que j'accomplis tous les jours pour tenir à bout de bras ma société, pour mes travaux d'écriture. Enfin, je crois que je m'accomplis. J'ai pensé plusieurs fois à la chirurgie bariatrique. Ça semble miraculeux, et c'est vrai que c'est tentant. Mais j'ai peur des suites à long terme, et tout ce que ça implique sur la société et les plaisirs de la vie, sans compter que le risque zéro n'existe pas. Dernièrement, j'ai fait des analyses de sang et je viens d'apprendre que je suis diabétique. Pour le moment, mon seul traitement est un changement alimentaire. Pour l'instant, ça va. Je pourrais prendre des médicaments, ça régulerait tout, mais mon médecin veut me responsabiliser. Aujourd'hui, je suis actrice de ce qui se passe, pas spectatrice. J'ai envie d'essayer de gérer. Mon médecin m'a laissé le choix en me disant que jusqu'à la fin de ma vie, je devrais être sous surveillance. Depuis que je fais attention, ça fait pas très longtemps, mais je sens que je perds du poids. Je ne rentre pas dans l'engrenage de me peser parce que moi ça me convient pas, mais je vois que dans mes vêtements, je suis un peu plus à l'aise. Je me sens mieux. C'est une bonne sensation.
Mais des fois, je me dis que c'est un effet psychologique. Ça m'est déjà arrivé. J'ai peur que ce soit une fausse bonne sensation. J'ai envie de maigrir. Tous les jours, je me réveille avec la volonté de maigrir et le soir, ma motivation a disparu. Je sais que je mange mes émotions. Quelque part, je pense savoir d'où ça vient et ça me pèse. Mon obésité est très liée à mon mal-être. Je pense que c'est une maladie et que je devrais me faire aider. Je crois savoir, en tout cas je pense savoir où est le problème central, la racine de ce truc. En fait, c'est un truc qui est arrivé à ma mère. Enfin, par extension, ça nous est arrivé à nous, ses enfants, et à mes enfants aussi. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est une très mauvaise grand-mère. Elle ne prend jamais mes enfants. Elle n'a pas envie de s'investir auprès d'eux. Les rares fois où je les ai laissés chez elle, elle ne s'occupait pas d'eux. Globalement, ça ne l'intéresse pas. Ce truc qui lui est arrivé a généré des situations terribles pour nous. C'est son secret. En fait, après mon bac, mon père a été muté en région parisienne. Toute la famille a suivi. Ma mère en a profité pour prendre une année sabbatique. Comme j'étais à la fac, j'avais peu d'heures de cours, alors on était souvent à la maison toutes les deux. J'ai vu là une opportunité pour nous de nous rapprocher. On parlait beaucoup. C'était la période où je commençais à avoir des copains. C'est là que j'ai pris connaissance d'un secret qui la concerne. Ce secret nous a tous bouffés et nous bouffe encore parce que c'est toujours un secret. Les non-dits, c'est horrible et c'est tellement lourd à porter. Un jour, je l'ai entendu crier au téléphone. C'était pas son habitude de crier comme ça. Alors je suis allée la voir et quand je suis arrivée, elle pleurait. Elle voulait pas me parler, me dire qui était au téléphone et ce qui s'était passé. J'ai été là pour elle. Je suis restée, je lui ai parlé, j'ai attendu longtemps et finalement elle m'a tout déballé. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas montrer que j'étais choquée, à quel point ça me touchait. À part à sa psy et à moi, elle n'en a parlé à personne. Mon père n'est pas du tout au courant. Je vois pas comment elle pourrait aborder ce sujet avec lui. Quand elle m'en a parlé, j'étais moi-même en détresse. J'ai été obligée d'en parler à mon mari parce que ce secret était trop lourd à porter pour moi toute seule. En fait, elle m'a raconté qu'elle avait été abusée pendant des années par son ancien patron. Et puis elle est tombée enceinte mais a fait un déni de grossesse. Finalement, lors d'un déplacement professionnel de mon père, elle a accouché. Elle a accouché sous X. Elle ne savait pas qui était le père du bébé. Son patron, notre père. À la naissance de ce bébé, moi j'avais 2 ans. Cette situation de cauchemar a continué pendant 7 ans après cette naissance. À sa place, moi je me serais flinguée. À cause de ça, ma mère a été très maladroite. Elle nous a crié dessus, nous a battus. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait jamais dû faire parce qu'elle était trop sous l'effet de ce qui lui était arrivé. Je me souviens de moments extrêmement violents qu'elle nous a fait vivre pendant mon enfance. C'est complexe. Je sais que quelque part j'ai un frère ou une sœur que je peux être amenée à croiser. Après cette naissance, ma mère a continué à travailler pour cet homme, jusqu'à la mutation de mon père. Ça a été la fin de son calvaire. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a vécu. Elle a mis au monde ce bébé et elle l'a perdu. Moi, c'est pas le cas. Et je souffre toujours de cette IVG. Alors, je me demande comment ça peut être pour elle. Je lui ai demandé, ça fait un moment maintenant, d'en parler à tout le monde. Ma sœur, mon frère, eux aussi pourraient faire des liens avec ce qui nous est arrivé quand on était enfant. Après, en parler à mon père, elle ne le veut pas. Elle a peur d'être jugée. Mais je lui ai dit que non, parce que finalement, elle était sous l'emprise de son patron. Il était abusif avec elle. Elle ne pouvait rien faire, il la menaçait et finalement, elle a pris sur elle. Ce qui a sauvé ma mère, c'est quand elle a décidé d'avoir mon frère, parce que son patron l'a rejetée. Tout à coup, il l'a trouvée trop vieille. Ça a duré longtemps. Elle a continué de travailler avec cet homme jusqu'à notre départ après mon bac. Elle se sent coupable. Moi, je pense que quelque part, mon père est au courant. En tout cas, il doit bien se douter qu'il y a un truc pas net. Le patron de ma mère leur payait des voyages. C'était malsain. Ma mère m'a dit qu'il la couvrait de cadeaux et de primes en tout genre. Il payait le mal qu'il lui faisait. L'inconscient fonctionne de façon étrange parce que quand ma mère m'a raconté son histoire, je pense qu'au fond de moi,
Je le savais. Je dis ça parce que parfois le soir, quand il arrivait qu'elle nous amène sur son lieu de travail le temps qu'elle termine sa paperasse, quand son patron était là, il était très gentil avec nous. Il nous offrait des cadeaux, il était un peu comme un tonton gâteau. Je me souviens quand j'avais 7-8 ans que j'ai fantasmé qu'il pourrait être son mari. Il avait l'argent, le pouvoir. Moi, j'ai imaginé ça. Avec le recul, je sentais qu'il y avait quelque chose. Ma mère s'en veut de ne pas avoir pu donner d'amour à cet enfant. Inconsciemment, je pense qu'elle nous l'a fait payer. Elle m'a dit qu'elle n'a pas vu, mais juste entreaperçu ce bébé dont elle ne connaît pas le sexe. Elle a vu une touffe de cheveux noirs, ce qui lui a fait dire que ce n'était pas son mari, le papa. On est tous nés sans cheveux et plutôt blonds. Quand j'ai su tout ça, j'ai senti ses failles, sa fragilité. Ça m'a, quelque part, éclairé sur son comportement. Il y a des choses qui ont pris du sens. J'aimerais vraiment qu'elle lève ce secret, ça libérerait tellement de choses pour nous tous. Ce secret pèse sur moi, il est devenu le mien. Moi, je n'aime pas le mensonge, ce qui est caché, ce qui est tu, mais le mensonge est vital pour ma mère, sinon son secret s'effondre. Je lui ai dit qu'il y avait probablement un lien entre son secret et mon mal-être. Je lui ai dit que son secret me faisait du mal, que le conserver faisait que l'histoire était encore présente, encore vivante, qu'il fallait le dire pour que ça devienne du passé, pour qu'on passe tous à autre chose, mais elle ne veut pas en entendre parler. Ce qui est frustrant, c'est que je sais que si ce secret disparaissait, alors tout le monde irait mieux. Malgré ça, elle se tait. Je ne sais pas à quel point c'est de l'égoïsme. Elle tient tellement à son image de femme parfaite. Le secret de famille. Le secret de famille est un poison qui s'instille dans la vie des générations qui suivent celui qui le maintient. Le psychiatre Serge Tisseron a une phrase très forte qui dit « Le secret cesse d'être un fait normal et devient un fait pathologique lorsque nous cessons d'être son gardien pour devenir son prisonnier. » C'est exactement ce qui se passe ici. La mère d'Agatha est prisonnière de son secret et elle y a enfermé avec elle sa fille. Globalement, nous avons tous nos secrets, ce qu'on appelle familièrement le jardin secret. Ça fait partie de notre intimité et c'est plutôt positif. Dans toutes les familles, même celles dans lesquelles la parole semble circuler facilement, il y a ici ou là des secrets plus ou moins importants. Mais il y a des secrets qui vont avoir un impact plus important que d'autres. Bien souvent, il s'agit d'adultère, d'inceste, d'abandon d'enfants, d'une adoption, d'orientation sexuelle, de prise de drogue, etc. Le secret de famille a pour but de protéger une image, de protéger une réputation. Comme je le disais en préambule, les secrets de famille vont alors avoir de terribles conséquences sur plusieurs générations. On le voit ici avec l'absence d'intérêt de la mère d'Agatha pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Elle ne prend pas sa place. Se refuse-t-elle une relation de mère et de grand-mère avec ceux qui sont là par loyauté envers l'enfant qu'elle a abandonné ? On ne sait pas, mais ça reste une possibilité. Le secret de famille peut générer de la violence verbale ou physique. Agatha reconnaît avoir fait le lien entre l'histoire de sa mère et la violence dans laquelle elle, sa sœur et son frère ont grandi. Elle reconnaît également que si ce secret n'en était pas un, alors la pression familiale tomberait. Mais sa mère, même si elle est capable d'entendre le désespoir de sa fille, ne souhaite pas divulguer son secret. Comme le dit si bien Agatha, elle a une image impeccable et elle la conservera à tout prix. Au prix du bien-être de ses enfants, de celui de ses petits-enfants. Et lorsqu'Agatha fait le lien entre son mal-être et ce secret, sa mère refuse de parler à la famille. Tout et tous seront sacrifiés sur l'autel de ce secret pour préserver son image. Alors, on pourrait considérer qu'Agatha pourrait envisager de divulguer ce secret à sa famille, ne serait-ce que pour protéger ses propres enfants de ses effets toxiques. Mais alors, elle trahirait sa mère. Il y a ici un conflit de loyauté. Globalement, la famille gagne toujours à ce que le secret soit mis à jour. Lorsqu'il y a un tel secret, la sincérité et la spontanéité sont impossibles. La vie familiale est pesante et épuisante. Après la divulgation,
Évidemment, il va y avoir des moments de turbulence plus ou moins intenses, mais généralement la famille se ressoude et se remet en étant libérée de ce fardeau. Nous quittons Agatha et n'oubliez pas de vous abonner à Psychologie Motion Culture, de liker, de me laisser vos commentaires. Bien sûr, vous pouvez comme toujours me retrouver sur Instagram. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une histoire très différente. Un nouveau témoignage sur la construction de l'obésité, celui de Dominique. À très bientôt.